Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être vu cet échange dans les pages du Journal de Montréal entre Joseph Facal, qui critiquait les programmes relevant de la discrimination positive dans le système universitaire, et une figure d'autorité importante de l'UQAM qui dit « Ces programmes ne sont pas discriminatoires, ils ne sont pas, autrement dit, c'est simplement des programmes d'accès à l'égalité qui ne posent d'aucune manière la question de la discrimination. » Pour nous éclairer sur ce débat, j'ai invité la sociologue et professeure au département de sociologie du Cégep de Saint-Jérôme, Joëlle Quérin, qui a beaucoup écrit sur ces questions et qui nous éclairera, je n'en doute pas. Joëlle Quérin, bonjour. Bonjour. Alors, question première. Vous avez lu cet échange entre, d'un côté, Joseph Facal qui dit les programmes de discrimination positive, en fait, sont tout simplement des programmes de discrimination, et de l'autre, ethnique et raciale et sexuelle, et ainsi de suite, et la réponse de l'UQAM qui dit pas du tout, d'aucune manière, circuler, il n'y a rien à voir. Quelle lecture faites-vous de ce débat? Je pense qu'à partir du moment où on écarte des candidatures en raison du sexe de la personne ou de caractéristiques qui n'ont rien à voir avec les critères académiques, ben oui, nécessairement, on parle effectivement de discrimination. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, je pense que ça prend des nouvelles proportions. On avait déjà vu des cas en lien avec les chaires de recherche du Canada. Donc là, pour avoir accès au prestige, à l'argent, au personnel et à tout ce qui vient avec ce programme-là, il fallait remplir des quotas. Et les cas qui ont été médiatisés dans les dernières années là, de candidatures réservées à certaines minorités, c'était dans le cadre justement des programmes de chaires de recherche du Canada. Donc déjà, on voyait que si vous êtes un homme blanc, eh bien tant pis pour vous, vous pouvez pas vous présenter. Alors je vois pas comment on peut présenter ça autrement comme que comme la discrimination. Et il y a aussi toute la question du financement de la recherche par les organismes subventionnaires, donc qui ont leurs propres critères et qui eux aussi donc demandent des critères EDI. Et là, c'est pas nécessairement par rapport à la candidature, aux caractéristiques de la personne, mais par rapport à la teneur du projet de recherche. Donc, on va demander à ce que la recherche contribue à la diversité et l'inclusion, alors que des fois, ça n'a rien à voir avec l'objet. Donc, c'était déjà en place par toutes sortes de mécanismes, mais qui relevaient du financement fédéral. Là, ce qui est nouveau, ce que j'ai appris dans l'échange entre Joseph Facal et le recteur de l'UQAM, c'est que maintenant, c'est inscrit dans la convention collective des profs de l'UQAM. Donc, je pense qu'on vient d'atteindre un nouveau niveau là, dans ce domaine-là. Alors, vous avez mentionné justement, sur la question, on reviendra sur la question des postes réservés et protégés, mais, ou à tout le moins qui excluent certaines catégories de la population, mais vous avez dit que pour une partie de la recherche, on lui demande donc explicitement non pas de donner ses résultats, en gros, mais de servir une idéologie plutôt qu'une autre. Donc, autrement dit, on s'intéresse moins à ce que vous allez trouver dans vos recherches qu'à l'usage idéologique qu'on peut en faire en fonction d'une certaine doctrine. Tout à fait. Puis c'est pas un détail là, la subvention à la recherche là. On sait que l'argent c'est le nerf de la guerre là, donc c'est ce qui permet bien souvent à la recherche de se faire, de se tenir. C'est ce qui permet d'embaucher du personnel. C'est ce qui permet donc de dégager le professeur pour faire cette recherche là. Donc c'est pas un détail recevoir une subvention ou ne pas en recevoir. Il faut savoir, et je pense que tout le monde qui a déjà fait une demande de subvention ou une demande de bourse, c'est qu'il faut remplir toutes les cases et il faut en dire le plus possible si on veut, si on espère obtenir la bourse ou la subvention en question. Donc, c'est sûr que maintenant qu'il y a une catégorie EDI, donc équité, diversité et inclusion dans ces critères-là, ben, il faut la remplir, quitte à dire n'importe quoi, quitte à donc faire semblant qu'effectivement notre recherche va contribuer aux objectifs idéologiques effectivement qui viennent avec l'EDI. Et on sait que ça compte. On sait que ça compte. On en a eu un exemple. Il y avait un professeur de McGill qui avait indiqué dans sa demande de subvention, qui lui-même était d'origine immigrante, c'est toute l'ironie de la situation, qui avait indiqué dans sa demande de subvention qu'il allait embaucher son équipe de chercheurs au mérite et non pas à partir de critères idéologiques. Et il s'est vu refuser ses subventions de recherche. Donc, on sait que ça compte. On sait que c'est pas un détail, que c'est pas seulement une petite case qu'on peut remplir ou pas au choix. C'est vraiment un critère pour accorder des subventions ou pas. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Alors, vous, moi, les mots EDI, on sait exactement à quoi faire référence, mais le commun des mortels n'est pas nécessairement familier avec ces trois termes, donc équité, diversité, inclusion. Pourriez-vous nous présenter l'esprit de ces programmes équité, diversité, inclusion, ce qu'ils prétendent être et peut-être ce qu'ils sont vraiment?
Mais effectivement, ce qu'ils prétendent être, c'est simplement éviter les discriminations, s'assurer d'une plus grande diversité dans les milieux de recherche, s'assurer d'éviter un terme qui est arrivé dans les dernières années, certains angles morts. Donc, de dire que quand on fait de la recherche et qu'on appartient au groupe majoritaire ou au groupe privilégié, on a tendance à oublier certaines réalités qui sont vécues par les populations minoritaires. Et donc, avec des programmes EDI, bien, on sera en mesure de justement mieux rendre compte de la diversité des situations. Alors ça, c'est ce qu'ils prétendent être. Puis effectivement, ce sont des objectifs tout à fait louables, de s'assurer que tout le monde a sa place, de s'assurer que tout le monde, que personne n'est écarté, que personne n'est victime de discrimination et de signaler aux chercheurs leurs angles morts. Je pense que c'est une éthique de la recherche qui est tout à fait louable. Mais ce que c'est en réalité, et là on le voit, on parle de cibles. Ben, c'est quoi des cibles? Ce sont des quotas. Donc, c'est vraiment d'atteindre une représentation statistique et donc d'écarter bien sûr certaines candidatures, d'écarter certaines caractéristiques des personnes et bien sûr d'écarter toute forme de critique de ces mesures-là et de s'assurer donc que toute la recherche, qu'elle soit dans le domaine, et là je le dis, des sciences de la nature, des sciences humaines, des sciences de la santé, parce que ce sont tous les organismes subventionnaires fédéraux qui sont soumis à ces programmes d'EDI. Donc des fois, on peut se demander qu'est-ce que la diversité vient faire dans un programme de chimie. Et on nous rétorquera que il faut éviter justement les angles morts, qu'il faut s'assurer qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe quand on ne va pas du côté de la diversité. Et donc, la diversité devient le critère numéro 1. Et c'est ça le problème, c'est que il l'emporte sur les autres critères puisqu'il est éliminatoire. Donc, à partir du moment où on ne répond pas aux critères EDI, on n'a pas l'argent. Donc, c'est pas juste dire ajouter ça, ajouter cette préoccupation-là, c'est de dire si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire votre recherche. Alors, on a souvenir probablement de feu Frédéric Bastien qui avait mis de l'avant un cas à l'Université Laval de mémoire pour une chaire de recherche en histoire du Québec où, en gros, il était explicitement dit que les hommes blancs ne pouvaient pas appliquer à ce poste. Je raconte correctement les faits, je crois. Donc, est-ce que pour vous, de tels cas sont plus nombreux qu'on ne le croit? Sont-ils systémiques, comme on dirait aujourd'hui? Et comment les caractériseriez-vous? Ben, en fait, je pense qu'ils sont appelés à se multiplier étant donné que le nombre d'institutions qui adoptent ce type de politique-là se multiplie. Et effectivement, dans ce cas-là, à l'Université Laval, c'est parce que l'université n'avait pas atteint ses critères EDI pour donc les quotas, ce qu'on appelle les cibles donc des différents groupes, hein, parce qu'il y a 4 groupes qui sont visés par ces programmes-là. Donc, il y a les femmes, il y a les minorités visibles, il y a les personnes handicapées et il y a les autochtones. Et pour chacune de ces 4 catégories, il y a des objectifs à atteindre. Et là, donc, l'Université Laval ne les atteignait pas. Et donc, pour pouvoir faire une nouvelle demande de chaire de recherche, il fallait donc que la personne qui allait être retenue fasse partie d'un de ces groupes-là. Sinon, mais c'est tout simplement, l'université ne pouvait pas recevoir l'argent. Donc, oui, c'est appelé à se multiplier étant donné que ces critères-là donc s'appliquent dans tous les domaines et que toutes les universités donc qui n'atteignent pas leur cible n'auront pas le choix que de faire ce type d'appel de candidature et d'imposer ou d'interdire certains types de candidatures pour s'assurer d'atteindre leur quota et donc d'obtenir les chaires de recherche, l'argent qui va avec. Alors, on va aller avec une formule plus brutale, interdire certains types de candidatures spécifiques. Je traduis dans mes mots, vous me dites si je traduis correctement. Les hommes blancs ne peuvent plus appliquer à certains postes. Et donc, c'est seulement, vous êtes un homme, vous êtes blanc, désolé mon garçon, c'est pas possible. Et là, je donne mon interprétation, vous pouvez me dire que je me trompe. Tout comme si on disait les hommes noirs ne peuvent pas accéder à un tel poste, mais ça serait du racisme. Mais de la même manière, dire les hommes blancs ne peuvent pas accéder à certains postes, c'est du racisme aussi, pour peu qu'on ne croit pas que le racisme soit réservé à certains groupes et ne puisse pas s'appliquer à d'autres. Tout à fait. Et en tout cas, assurément, c'est de la discrimination, ça c'est certain. Et on va nous rétorquer. Ou en tout cas fondée sur la couleur, je sais pas, puisque la race est un concept invalide, j'ai de la misère à adhérer à cette idée là, puisqu'il n'y a pas de race, ce serait difficile de dire que c'est de la discrimination raciale, mais en tout cas, c'est fondé sur une certaine vision de la race ou de la couleur, parce qu'il faut voir que la catégorie minorité visible, c'est une catégorie qui est auto-déclarée. Hein. Alors, on s'identifie comme minorité visible ou pas dans les formulaires EDI, et ensuite, donc, à partir du moment
moment où on a coché qu'on est une minorité visible, ou du moins qu'on se considère comme une minorité visible, mais là, il faut indiquer quelle sous-catégorie de minorité visible. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans cette liste-là. Il y a des couleurs de peau, il y a des origines, donc il y a des pays, il y a des régions du monde. Donc, ça montre à quel point tout ça est confus et fondé sur des catégories qui sont elles-mêmes sujettes à la critique, là. Mais oui, c'est une discrimination. Assurément, c'est une discrimination. Puis on va nous rétorquer que c'est une façon de corriger une discrimination historique. Mais l'université ou l'institution n'a pas le pouvoir de corriger toute forme de toutes les discriminations historiques. Et c'est pas le mandat de l'université quand elle accorde des postes que de corriger des discriminations historiques. Et puis la sous-représentation d'un groupe dans certains domaines ne s'explique pas uniquement par la discrimination, même si oui, ça peut exister. Je prends un exemple, j'enseigne la sociologie dans plusieurs programmes techniques, plusieurs programmes qui sont à majorité féminine. J'enseigne donc en soins infirmiers, en éducation à l'enfance. Et puis, en éducation à l'enfance, je peux vous dire que dans les dernières années, le nombre d'étudiants masculins dans la classe oscille entre 0 et 1. Et donc, est-ce qu'on expliquerait cette sous-représentation des étudiants masculins par une discrimination? Non, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent que les garçons soient moins portés à s'inscrire dans ce programme-là. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons liées à leur socialisation, il y a des raisons liées au modèle qu'on leur a présenté. Donc, c'est pas vrai qu'on va tout simplement, avec des quotas, corriger une discrimination. Je veux dire, la sous-représentation s'explique par de multiples facteurs. Alors, je veux bien qu'une université, une institution ait une obligation de moyens. Si on se rend compte qu'il y a des groupes qui sont sous-représentés, on peut se demander pourquoi, on peut se demander s'il y a des obstacles, on peut essayer de les lever. Il y a ça aussi dans l'EDI. Par exemple, dire que pour évaluer la performance d'un chercheur, on ne tiendra pas compte des années passées en congé parental, par exemple. Et on met souvent de l'avant ces mesures-là pour dire, non, il n'y a rien là, c'est pas si grave, c'est juste pour s'assurer donc de corriger certaines discriminations. Oui, faisons-le. Mais à partir du moment où on a des cibles, à partir du moment où on a des quotas, on n'est plus en train de lever des obstacles ou d'accorder une égalité des chances. On est en train de remplacer une discrimination par une autre. Alors, il nous reste 1 minute environ. Question toute simple. Est-ce que ces programmes, on a parlé beaucoup de la discrimination contre certains groupes, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un prix à payer en matière de compétences? C'est-à-dire qu'on sacrifie des candidats compétents parce qu'ils n'appartiennent pas au bon groupe racial ou ethnique ou sexuel attendu. En gros, un très bon candidat qui aurait le malheur d'être un homme blanc de 48 ans avec un ventre un peu proéminent, non, la caricature de l'homme blanc occidental, on n'en veut pas. Désolé, même si c'est un très bon dossier, parce que tu n'es pas dans le bon groupe. Est-ce qu'il y a un prix à payer en matière de compétences? Bien sûr, si c'est mathématique, là, à partir du moment où on exclut certaines candidatures, on exclut potentiellement la meilleure candidature. Donc, une mesure qui est présentée comme permettant une plus grande diversité, d'avoir un plus grand bassin de candidats en allant chercher des candidats de la diversité, non, on fait juste réduire le nombre de candidats possibles. Et donc, il y a un risque tout à fait que la meilleure candidature nous échappe parce qu'elle a été écartée d'emblée. Alors, quand on fait passer l'identité de la personne avant sa compétence, parce que c'est ce qu'on fait, s'il y a un quota, si on interdit à certaines personnes de présenter leur candidature, mais ça veut dire qu'on fait passer son identité avant sa compétence, puisque cette personne-là ne pourra même pas faire valoir sa compétence. Donc oui, il y a un sacrifice assurément là, du côté de la qualité. Je m'en voudrais de vous poser une dernière question politique, celle-là, étrangement. Ces programmes se multiplient. C'est le moins qu'on puisse dire, ils sont très présents. Et pourtant, le commun des mortels semble assez critique. Quand ces histoires-là font scandale, quand elles arrivent dans les médias, est-ce que vous voyez à court ou à moyen terme la possibilité que ces programmes soient laissés de côté, qu'ils soient critiqués sérieusement, institutionnellement, ou est-ce que nous sommes condamnés à les voir se déployer, se multiplier? Mais je pense que ça va demander beaucoup de courage pour les critiquer parce que quand on les critique, on se fait dire qu'on défend nos privilèges. Donc, il faut être bien armé intellectuellement et il faut être bien prêt à accepter les insultes qui vont venir. Donc, ça se fera pas facilement. Il suffit pas d'être nombreux à déplorer une situation pour pouvoir renverser cette situation-là. Il va falloir être nombreux et concertés et il va falloir aussi donc dénoncer chaque fois qu'une situation comme celle-là se présente. Donc, ça ne se fera pas tout seul. Il suffit pas d'être nombreux, il suffit pas d'y être opposé là, pour que ça tombe par magie. Et c'est en place depuis longtemps. La première loi fédérale date des années 90. Donc, tout ça s'est installé tranquillement. Et donc, il y a des ramifications dans toutes les institutions. Joëlle Quérin, sociologue, professeur de sociologie au Cégep de Saint-Jérôme. Vous avez un cours dans les prochaines minutes, je crois, les prochaines secondes. Je vous libère et vous remercie pour votre passage. Merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation.